Ok, super. Ben, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour notre session mensuelle en ligne avec Draman, notre responsable produit. Aujourd'hui, l'objectif est de parler au-delà du Bitcoin. On a lu, on a vu beaucoup de choses se passer autour du Bitcoin et on pense que le timing est très bon pour aller un peu plus loin, voir voilà, quels sont les autres segments de technologie au sein de l'univers blockchain et des cryptos. Mais aussi, voilà, vous parlez des différentes dynamiques de performance entre le Bitcoin et les autres tokens. Et puis ensuite, on vous parlera un peu voilà, d'investissement indiciel, à la fois stratégique, tactique. Et on terminera par une présentation de notre simulateur en ligne. Alors, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vais lire un petit disclaimer. Alors, ce webinaire et la présentation qui l'accompagne ont un caractère purement informatif. Cette présentation ne constitue ni une offre d'achat ni de vente, et elle n'est pas une sollicitation d'offre d'achat ou de vente. Voilà, cela étant dit, nous pouvons commencer. Il y a un bouton Q&A où vous pouvez poser vos questions. Voilà, on vise une petite demi-heure pour couvrir les sujets comme d'habitude. Voilà, Doran, est-ce que tu veux peut-être commencer par introduire le sujet au-delà du Bitcoin? Oui, bonjour à tous et merci Ben. C'est toujours un plaisir de retrouver les clients et les prospects pour ce rendez-vous qui est désormais mensuel. Je pense que Bitcoin a une superbe année en 2023, c'est le cas de le dire. Mais moi, ce que je trouve intéressant quand on regardait ce graphe, il y a plusieurs choses qui reviennent en fait et qui renforcent un peu la difficulté qu'il y a de timer le marché. Naturellement, si tu regardes la performance des prix depuis 2023, c'est environ 160% en plus au Bitcoin contre 114% pour le marché quand on exclut Bitcoin et les stablecoins. Donc, le, le, la différence de performance, elle est évidente. Mais ce que moi je trouve super intéressant, c'est d'abord comment cette performance est arrivée en réalité. D'abord, le premier gros événement qui a drivé les prix en 2023, c'est la crise bancaire des États-Unis. Quand la crise bancaire est arrivée, contrairement à ce que le marché aurait anticipé, les prix de la crypto, les prix de Bitcoin, mais aussi même des altcoins sont allés en hausse. Et ça, c'était pas intuitif en première approximation parce que tu dis crise bancaire, c'est tout le monde cherche à se réfugier dans des actifs refuges, dans des valeurs refuges, mais bizarrement, ou pour la première fois, les investisseurs sont allés dans le Bitcoin. Et pour nous, c'était l'un des moments qui confirmait un peu cette transition de Bitcoin d'un actif risqué à un actif que les gens commençaient à percevoir comme de l'or digital ou comme une réserve de valeur. Et ça, c'était un premier point. Je veux dire, combien de personnes auraient investi en Bitcoin juste au moment de la crise bancaire? C'est sûr que, in hindsight, quand on regarde en rétrospective, on se dit, ouais, j'aurais forcément acheté maintenant. Mais la vérité, c'est que très peu de personnes auraient pu faire ce call, auraient pu investir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui est super intéressant, c'est lorsque les BlackRock notamment et d'autres entreprises de gestion de fonds aux États-Unis ont failli pour leur spot Bitcoin. Et ça, c'était le deuxième driver de performance pour Bitcoin. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que même quand les prix sont allés à la hausse, après l'annonce de cette information, au bout de 2 mois, 3 mois, le marché s'est ressaisi parce que le marché a commencé à apprécier. Ah, peut-être que ça va pas se passer. Et en 3 mois, tout le sentiment positif qui était drivé par les ETF Bitcoin est reparti. C'est beaucoup plus tard que le marché a commencé à se ressaisir. Écoute, je pense que la probabilité d'une approbation est réelle. Donc, et ça, ce qui a drivé la dernière performance de prix dans Bitcoin. Mais moi, ce que je trouve super intéressant dans ce cas, c'est que en réalité, si tu regardes sur les 3 derniers mois, c'est vrai, Bitcoin est parti soit a eu environ 100%, un peu moins de 100% d'augmentation d'environ 63% à 158%. Mais ce qui est très intéressant, c'est que même les altcoins aussi ont en réalité une meilleure performance que Bitcoin. Donc, c'est vrai, même quand on regarde une année où Bitcoin a surperformé, sur le dernier segment, sur les 4 derniers mois, le marché altcoin, c'est-à-dire tout le marché crypto, en excluant Bitcoin, a performé mieux que Bitcoin. Et ça c'est assez proche de comment nous on perçoit le marché de façon générale. C'est-à-dire que quand il y a une reprise de marché, Bitcoin va performer très bien. Et c'est le cas de le dire. C'est ce qu'on voit sur les 18 derniers mois. Mais à mesure que le sentiment haussier se diffuse, la performance va être drivée par les autres jetons.
Et c'est déjà très intéressant de le constater sur les 4 derniers mois où des petits jetons, des altcoins, comme on les appelle, ont une meilleure performance que Bitcoin. Et nous, vous nous suivez depuis longtemps, donc vous avez vu cette slide à diverses occasions, mais c'est parce que c'est fondamental dans notre façon de penser à la crypto. C'est de dire que aujourd'hui, nous sommes encore au premier développement de l'univers Web3. On est en année, allez, 1999, 2000 maintenant de ce que Internet aurait été. On est juste 1 année, 2 années après que Google ou PayPal a été créé. Donc, on est très, très, très nouveau dans cet univers. Donc, en réalité, dans la façon d'approcher la classe d'actifs, ça va être la façon d'approcher une classe d'actifs émergente où c'est juste les premiers cas d'usage qui sont développés, en l'occurrence Bitcoin et un peu d'Ethereum. Mais la plus grande création de valeur va arriver beaucoup plus tard, comme on a pu le voir avec Internet, où au début des années 2000, très peu de personnes auraient présagé, auraient deviné, auraient anticipé l'impact de Google, l'impact de PayPal, l'impact de Facebook qui est venu beaucoup plus tard, ou même l'impact de Shopify, ou de Spotify, ou de Twitter qui sont venus beaucoup plus tard en réalité. Et l'idée, c'est qu'on est très, très, très tôt dans le cycle et c'est vraiment le moment de constituer une allocation à la classe d'actifs si on veut être, comme si on veut avoir le payoff des personnes qui auraient investi à Internet dans les années 2000, par exemple. Et au-delà de, au-delà de toutes les nouvelles et tout le news flow qu'il y a autour de Bitcoin, nous, ce qu'on trouve très fascinant, ce qu'on trouve très intéressant, c'est que derrière, il y a une adoption de la technologie blockchain in the background, comme on le dit. Et on le voit dans des univers aussi variés que tout ce qui est gaming et social media. Et l'un des jetons phares sur cette thématique, c'est Axie Infinity, il y a 2 années, Axie Infinity a eu l'une des meilleures performances parce qu'en réalité, Axie Infinity a fait, a permis de réaliser la promesse que tous les gamers ont, c'est-à-dire de pouvoir avoir des actifs dans le jeu que tu es capable de monétiser. Et ça, c'est pas la chose la plus facile à faire dans le jeu actuel, mais grâce à la crypto, on peut avoir des actifs digitaux dans le jeu et on peut les vendre contre espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, Axie Infinité, c'est la matérialisation de tous les cas d'usage liés au gaming. Et ça marche très bien. Le deuxième aspect qu'on voit et qui a trait au cas d'usage de la finance, c'est la tokenisation. Et je pense que oui, pas une semaine ne passe sans qu'on entende de nouveaux cas d'usage de la tokenisation. C'est vrai, pour beaucoup d'entre eux, ce sont des proof of concept. Mais l'idée, c'est de dire que il y a de la matière. Si UBS, si JP Morgan, si Goldman Sachs, si Harris, et toutes ces boîtes de gestion de fonds ou ces boîtes de finances décident d'expérimenter avec la tokenisation parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est que grâce à la tokenisation, on pourra construire une nouvelle infrastructure pour tout ce qui est gestion de fonds, pour tout ce qui est post-trade settlement. Et il y a beaucoup de valeur à créer en le faisant. Et ces applications sont construites sur des smart contract platforms. La première d'entre elles, c'est Ethereum. Donc, si on pense à une version du monde où notre infrastructure de settlement, d'achat et de vente des actifs financiers, des actions, des obligations se fait sur des smart contract platforms, il va bien falloir payer des droits d'utilisation à cette smart contract platform. Et ces droits d'utilisation-là seront comme des revenus pour cette plateforme et ce revenu justifierait la valorisation de cette plateforme. Et à date, pas une grande partie de la valorisation, aucune, quasiment 0% de la valorisation d'Ethereum n'est en réalité liée à tous ces cas d'usage de tokenisation qui sont à venir. Et le troisième cas d'usage qui se développe pas mal ces derniers sont tout ce qu'il y a en termes de tickets et de programmes de loyauté. En fait, je pense que Starbucks a développé une expérience d'utilisateur autour de ces reward programmes en le faisant sur Polygon qui est une scaling solution de Ethereum. Et au-delà de Starbucks, on voit qu'il y a beaucoup de marques de luxe également qui ont compris le potentiel de créer des programmes de fidélité qui sont drivés par la blockchain. Pourquoi sur la blockchain? Parce que la blockchain permet facilement de créer des jetons. C'est ça le concept. Et après, une fois qu'on a créé ces jetons-là, de pouvoir les transiger, de pouvoir les vendre ou de les acheter contre des services. Donc ça, ces 3 cas d'usage commencent à émerger et sont des cas d'usage qui ont
beaucoup d'intérêt pour toutes les entreprises qu'on sait. Et nous, ça renforce notre thèse de, au fur et à mesure, des services basés sur la blockchain qui sont au bas de l'écran ici, dans divers verticaux, que ce soit dans le vertical du paiement, le vertical de la finance ou celui de l'utilisation et du stockage de données, ou même celui du social media commence à se développer en fait. Et sur chacun de ces verticaux-là, les alternatives basées sur la blockchain sont soit beaucoup plus rapides ou moins chères, ça c'est le cas des paiements, sont décentralisées et donc permettent à l'utilisateur d'avoir une meilleure compréhension de son risque, ou sont également décentralisées, permettent à l'utilisateur de ne pas être censuré en réalité. Donc, toutes ces alternatives commencent à se développer et ça montre, je pense, une vue beaucoup plus large, Ben, de l'univers crypto au-delà de Bitcoin, Ethereum. Et pour nous, en réalité, c'est la valeur, c'est l'intérêt d'investir en crypto aujourd'hui parce que vous êtes capable d'avoir une allocation à tout cet univers et à mesure qu'il va se matérialiser. Et toutes ces applications existent aujourd'hui. Certaines d'elles existent depuis plus d'une dizaine d'années et l'innovation ne va que crescendo dans cet univers. Et l'une des choses qu'on voit, parce que c'est décentralisé, parce que c'est ouvert à tous, et parce qu'en réalité, on crowdsource l'innovation, on crowdsource le partage d'idées, on a la deuxième blockchain, le deuxième projet crypto le plus gros au monde, Ethereum, va, qui a eu toute une série d'upgrades, comme il le dit, ces dernières années. Et l'upgrade qu'on attend cette année, c'est ce qu'on appelle le Delcon Upgrade qui va en réalité réussir à réduire les coûts de transaction sur Ethereum. Et l'idée, c'est de dire, c'est blockchain, c'est de la technologie ouverte et tu as tout un écosystème de personnes qui contribuent et ça permet de les maintenir au meilleur niveau technologique grâce à tous ces updates au fur et à mesure. Donc, nous, ça nous rend très, on est très bullish, si vous permettez l'anglicisme, sur le potentiel de la classe d'actifs parce que les cas d'usage se multiplient et la supériorité technologique s'affirme et tout l'écosystème de personnes qui travaillent à développer cette technologie sont toujours aussi motivés et sont toujours en train de développer de nouvelles façons de rendre l'écosystème moins cher. Et avant, le dernier update qu'on a eu sur Ethereum, c'était l'update qui permettait de passer au proof of stake. Et grâce au proof of stake, maintenant, tu es capable d'avoir un rendement natif à Ethereum où tu perçois 4%, un peu plus, chaque fois que tu stakes ton Ethereum. Et ça, au fur et à mesure, on est en train de construire un écosystème et d'ajouter des cas d'usage à Ethereum. Et ça, c'est positif pour le développement de la crypto de façon générale. Donc, c'est un peu ça le point d'étape aujourd'hui, de dire, écoute, Bitcoin, ça a très bien marché pour des facteurs qu'on sait, en grande partie, l'approbation de l'ETF aux États-Unis. On se dit qu'il y aura encore beaucoup plus de développement possible pour Bitcoin cette année parce que même l'impact de cette approbation de l'ETF Bitcoin aux États-Unis n'est pas encore reflété dans les prix. Donc, Bitcoin aura une superbe année. Mais autour de Bitcoin, ce que les autres étapes, ce que les autres phases de marché nous ont montré, c'est qu'à mesure que le marché price le potentiel de Bitcoin, ce sentiment haussier ou cet appétit fleuri se diffuse à d'autres jetons, notamment Ethereum, et ça sera aussi le cas pour toutes les autres altcoins. Et pour nous, c'est l'opportunité de marché aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir entrer aujourd'hui et d'avoir une exposition à tous ces jetons et aussi à la performance de prix qui va certainement venir dans les mois à venir. Et il faut bien évidemment aussi garder en tête les applications pour les ETF Ethereum Spot aux États-Unis qui pourront voilà, aussi avoir un peu le même effet qu'on commence à voir sur Bitcoin. Donc voilà, vraiment bien garder en tête qu'il y a Bitcoin, il y a Ethereum, mais il y a aussi un peu plus. Exactement. Et je pense que ça fait la transition à pourquoi c'est important de penser à cette classe d'actifs via une allocation indicielle. Et l'un des exemples qui est le plus facile l'un des parallèles qui est le plus facile à faire, c'est de comparer à Internet ou à Nasdaq, au Nasdaq 100, qui est l'indice technologique majeur il y a 24 ans, en 1999 comparé à 2023. Donc en 1999, si vous preniez le top 10
des, des plus grosses capitalisations du Nasdaq 100, c'était Microsoft, c'était Cisco, c'était WorldCom. En général, c'était dominé par du hardware. Et la seule boîte d'Internet native qu'on avait en réalité, c'était peut-être Yahoo, au bas de la liste. 23 ans après, qu'est-ce qu'on a? On a une seule boîte qui a survécu dans ce top 10 et c'est Microsoft. Et Dieu sait par quelle tribulation Microsoft est passé pour arriver à ce niveau. À un moment, beaucoup d'analystes donnaient Microsoft pour mort. Donc, aujourd'hui, il n'y a que Microsoft dans la liste, mais autour de Microsoft, c'est que de nouvelles boîtes qui n'existaient pas pour beaucoup d'entre elles il y a 24 ans. Ou lorsqu'elles existaient, elles étaient des boîtes mineures à l'époque. Et l'idée, c'est vraiment ce que ça capte. C'est-à-dire, ce qui est vrai en matière de technologie, ce sont les disruptions et ce sont les changements d'espace ou ce sont les changements de landscape de façon générale. Donc, il est très difficile de prévoir une boîte de technologie qui va réussir à s'adapter ou bien même qui va suivre. D'où l'intérêt d'investir dans un indice qui permet de capturer le potentiel de la classe d'actifs sans forcément avoir à choisir les vainqueurs. Et le graphe ici le présente très bien. Après, après le pic qui est lié, après le pic du dot-com bubble, quelqu'un aurait investi dans Microsoft en 2000, il aurait fait 544% de rendement. Ça, c'est top. Mais ça, c'est une chance sur 100 d'investir. Tu as un Microsoft dans un panier d'environ 100 actions. Par contre, tu aurais investi dans Cisco, qui était le numéro 2. Sur les 24 dernières années, ton rendement aurait été de moins 6. Ou tu aurais investi dans Ericsson, qui à l'époque était l'un des géants européens de tout ce qui est technologie liée au mobile, qui avait une super thèse d'investissement à l'époque. Tu aurais fait un rendement de moins 92%. L'idée de comparer ces trois différents résultats, c'est de montrer qu'en réalité, même dans le top 10, tu aurais eu un écart de performance entre Microsoft et Ericsson de l'ordre de 650% en réalité de delta. Mais quelqu'un qui aurait investi dans un indice comme Nasdaq 100 et qui aurait juste pris une exposition passive à la classe d'actifs aurait eu un rendement de 350% déjà. Et l'idée, c'est vraiment ça. Ça se passait ainsi pour Internet, ça va se passer de même pour la crypto. Et qui plus est, quand on sait que la crypto est beaucoup plus disruptive qu'Internet. Et même à cette étape assez nouvelle de la crypto en tant que classe active, on voit déjà des changements dans la composition des top jetons crypto. En 2019, la composition d'un indice de marché de la crypto aurait été 75% en Bitcoin, à peine un peu moins de 10% en Ethereum. Maintenant, si vous concentrez juste sur ces deux jetons, 4 ans plus tard, la concentration en Bitcoin a diminué de 12%, alors qu'Ethereum a quasiment triplé en termes de contribution à l'indice. Et l'idée, c'est que quelqu'un qui aurait une thèse d'investissement, j'investis qu'en Bitcoin, aurait raté tout ce upside. Parce qu'en réalité, sur les 3 dernières années, c'est vrai que Bitcoin a fait presque 500% de upside à 489%, mais Ethereum a fait 4 fois plus que ça, à presque 1700% de performance. Et tu aurais investi dans un indice diversifié comme le Nasdaq Crypto Index, qui est l'indice que traque nos stratégies flagship, tu aurais fait 570% environ de rendement, donc environ 80% de mieux que investir dans Bitcoin seulement. Et c'est cette thèse, cette façon de percevoir le monde que la description ou le prochain jeton qui va faire la super performance est très difficile à deviner. Parce qu'en 2019 également, tu aurais pu investir dans Ripple, mais tu aurais investi dans Ripple, sur la période, la contribution de Ripple au marché crypto est allée à la baisse. Ou tu aurais investi dans Tezos, Tezos ne fait même plus partie des top 10 en fait. Donc, c'est très difficile de choisir les jetons spécifiques qui vont performer très bien sur le long terme dans un univers aussi nouveau que la crypto. Et ça, c'est tout l'intérêt d'investir dans un panier qui est diversifié, qui n'a pas de règles, on va dire, arbitraires d'exclusion et qui permet donc de capturer le upside d'un univers aussi dynamique que la crypto. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous, on croit fondamentalement qu'un indice comme le Nasdaq Crypto Index ou le Nasdaq Crypto Index Europe, qui est dynamique, qui a rebalancement très fréquent, trimestriel dans le cas d'espèces, permet de capturer le mieux le potentiel de cette classe d'actifs émergente qu'est la crypto. Et
surtout que la crypto va à travers trois phases de marché sur la base de notre recherche. C'est-à-dire, il y a une phase haussière naturellement qui dure environ 12 mois. Il y a une phase de marché baissier une phase de correction assez brutale en général dans les 80% de retournement de marché. Et après, tu as presque 2 ans où le marché est en phase de redressement, recovery phase. Et nous, on pense on est en recovery phase maintenant. Ça fait presque une année qu'on est en recovery phase. Et l'année 2024 sera la deuxième partie du recovery phase. Et en général, les recovery phase sont probablement l'un des meilleurs moyens d'entrer dans la classe d'actifs parce qu'on constate déjà que le marché aussi, il est là, les prix sont à la hausse et il y a encore du potentiel de croissance à capturer avant le bull market. Et ce que l'analyse des cycles nous montre depuis 2017, c'est justement ça. C'est-à-dire, il y a 3 cycles en crypto et en fonction des cycles, certains jetons se comportent mieux. Je vais commencer par 2018, en général, le bear market. Dans le bear market qui, naturellement, se traduit par des redressements, c'est-à-dire le marché, il part à la baisse de 60, 70%, 80%. Bitcoin, qui est, qui est le jeton phare, qui est l'actif phare de la classe d'actifs, va faire le mieux en général. Donc, Bitcoin va aller à la baisse, mais beaucoup moins que Ethereum ou beaucoup moins que les altcoins. Les altcoins, c'est tous les jetons en dehors de Bitcoin et d'Ethereum. Et l'année d'après, la première année du recovery, donc du redressement de marché, Bitcoin fait toujours mieux. Et après Bitcoin, ce sont les altcoins et Ethereum. Et on le voit également ici. Bitcoin, super performance, alors que Ethereum et les altcoins sont un peu à la ramasse. Mais ce qui se passe, c'est que dès le moment où le redressement est pricé dans le marché et que l'appétit pleuriste revient dans le marché, qu'est-ce qui se passe? Ethereum commence à super performer parce que les gars, ils disent, OK, Bitcoin a très bien performé sur l'année dernière. Moi, je dis, une fois que le marché est à la recherche de nouvelles façons d'exprimer son appétit, Ethereum prend la relève et superforme Bitcoin, superforme les altcoins. Et l'année d'après, qui est le bull market, ce qui se passe toujours, c'est que les altcoins superforment à la fois Ethereum et Bitcoin. Donc, ce que moi, je trouve très intéressant à regarder, c'est en général, c'est l'ordre de grandeur. Ici, on passe dans le bull market, c'est Bitcoin à 1300%, c'est génial, mais Ethereum, c'est 8 fois plus. Et les altcoins, c'est 2 fois la performance d'Ethereum. Donc, ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur. Et ça se confirme aussi en 2021, où Bitcoin à 62%, c'est vrai, mais les altcoins, c'est 7 fois plus, à 425%. Et Ethereum, c'est 7 fois plus, à 425%. Et les altcoins, c'est 12 fois plus. Donc, l'idée, c'est vraiment Et l'une des façons de capturer cette thèse encore, c'est d'investir dans un indice diversifié qui, oui, a une allocation à Bitcoin et dont l'allocation à Bitcoin va aller en hausse d'une période de marché baissier. Mais à mesure que le marché se reprend, l'allocation à Ethereum et au altcoin va aller grandissant. Et c'est l'une des meilleures façons de capturer le bull market et la seconde phase du recovery market. Donc, nous, on est dans la deuxième année du recovery phase. Et si le passé se répète, ce qui est en général le cas en crypto, on aura une très bonne performance de prix d'Ethereum cette année, une super performance comparée à Bitcoin. Et l'année d'après, on aura une super performance des altcoins comparée à Ethereum et à Bitcoin. Donc, typiquement, là, de façon relative, on se dit que Ethereum est beaucoup moins cher maintenant que Bitcoin. Donc, c'est le bon moment d'entrer en Ethereum. Et les altcoins sont beaucoup moins chers qu'Ethereum et Bitcoin. Donc, c'est encore un meilleur moment d'entrer dans les altcoins. Donc, ce qu'on dit en général aux clients, c'est que c'est le bon moment d'avoir un trade qui suralloue à, à Ethereum et aux altcoins. En fonction de la sensibilité du client, ce trade il peut s'exprimer en termes du produit hash qu'on a en Europe, c'est-à-dire le Nasdaq Crypto Index, qui est un produit diversifié à la classe d'actifs, ou d'une stratégie momentum qui, elle va surallouer au altcoin plutôt. Et c'est ce qu'on va essayer de couvrir rapidement. Avant de fermer cette section, c'est super intéressant de voir déjà comment les performances sont sur les 12 derniers mois comparé aux 3 derniers mois. Sur les 12 derniers mois, Bitcoin a super performé. Même là, par exemple, Solana, qui est beaucoup plus petit, a fait 3 fois mieux que Bitcoin. Et ça revient toujours au point de c'est très difficile de choisir le jeton qui va faire le mieux pour tout le monde. Mais tu aurais investi dans un indice comme le Nasdaq Crypto Index, un indice diversifié, tu aurais capturé une partie de la performance de Solana que tu n'aurais pas si tu avais juste investi dans Bitcoin. Et sur les 3 derniers mois, et comme on le disait,
par exemple, on se rend compte que déjà, Ethereum, Solana, Cardano, Avalanche, Uniswap et même Polkadot, tous ces jetons ont fait mieux que Bitcoin. Et ça, ce sont les prémices du changement de régime qu'il y a dans le marché, bien un marché qui va aller beaucoup plus vers des altcoins et puis du Ethereum. Et donc, comme on le disait, il y a deux façons d'exprimer vraiment le sentiment. Il y a deux traits qu'on peut faire dans le sentiment de marché, dans la situation de marché dans laquelle on est aujourd'hui. Soit on est plutôt Nasdaq Crypto Index, index diversifié pour capturer Ethereum et également les altcoins. L'avantage d'un indice diversifié comme ça, c'est que tu as toujours une position en Bitcoin qui est représentée par ta capitalisation du marché et tu as une allocation Ethereum et altcoin. Ou l'autre façon, qui est beaucoup plus tactique, c'est d'investir dans une stratégie momentum qui, elle, va investir dans le jeton en fonction de leur performance de prix récente. Et HDEX a innové il y a cela, allez, un peu plus d'une année, où on a lancé l'une des premières stratégies momentum sur la crypto globalement. L'idée, c'était justement d'allouer dans les jetons en fonction de leur performance de prix sur les 2 derniers mois. Et aussi parce que le momentum, c'est une stratégie factorielle qui est confirmée par de nombreuses années d'études académiques. Donc, c'est un facteur qui est robuste, qui a été validé à maintes reprises. Donc, l'idée, c'était de donner aux investisseurs en crypto une façon d'investir en utilisant cette stratégie. Et dans la composition de la stratégie momentum des HDEX, vous verrez très bien comment c'est différent en réalité de ce qui se fait sur le marché. Déjà, Ethereum et Bitcoin qui sont ici, ni Ethereum ni Bitcoin ne sont les premières allocations de la stratégie. Ethereum et Bitcoin ne comptent que pour 75% de la stratégie, ce qui veut dire que ce sont que pour 25% de la stratégie. Ce qui veut dire que 75% de la stratégie est allouée à des altcoins. Et puisque notre vision, notre perspective du marché, c'est que en 2024 et en 2025, Ethereum et les altcoins vont faire beaucoup mieux comparé à Bitcoin. C'est l'une des meilleures façons d'exprimer cette vue d'investir, d'avoir une stratégie qui investit 75% altcoin, mais qui, plutôt que de compter sur des calls d'un portfolio manager 100% systématique en réalité, parce qu'on analyse juste les performances de prix pour décider des allocations à faire aux 12 plus grosses capitalisations du marché de la crypto. Donc, c'est une stratégie systématique, rule-based et qui marche très bien sur le site. Et là, ce sont des données de backtest qu'on a regardé depuis 2020, parce qu'en crypto, en général, c'est bon de regarder sur un horizon de au moins 4 années, 4 à 5 années pour voir le full cycle. Ce qu'on voit, c'est que en 2021, au moment du dernier bull market, au moment du dernier, de la seconde phase recovery, 2021 à 2022, qui représentait l'année, 2022, c'était l'année du bear market, essentially. Vous voyez que la performance de la stratégie momentum est évidente. À certains moments, elle aurait performé 3 fois, sa performance aurait été de 3 fois plus celle de Bitcoin, par exemple. Et même en période de marché baissier, cet avantage de performance se conserve de telle sorte que même en dépit de la surperformance actuelle de Bitcoin, sur les 3 dernières années, la performance de la stratégie Momentum aurait été 2 fois, voire 3 fois plus élevée que celle de Bitcoin, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est l'idée de pouvoir avoir une allocation diversifiée à la crypto qui n'est pas surindexée sur la Bitcoin et qui, sur 3 ou 4 années, a un gros avantage de performance et qui résiste très bien au cycle baissier. Et vous verrez que la différence de return, c'est environ, c'est dans l'ordre de 20% entre la stratégie Momentum et Bitcoin. C'est vrai, la volatilité est plus élevée, naturellement, parce qu'on alloue à des jetons qui sont un peu plus petits, mais le drawdown n'est que marginalement plus élevé. Donc, d'un point de vue Sharpe ratio, d'un point de vue risk-reward, c'est une stratégie qui fait très bien où tu captures beaucoup de potentiel de performance et le surcoût de risque, le surcoût de volatilité est moins que l'avantage de performance que tu as pu capturer. Donc, c'est l'une des stratégies sur lesquelles on est le plus bullish, sur lesquelles on a le plus d'engagement des clients, parce que les clients, des plus sophistiqués ou moins sophistiqués, comprennent bien l'intérêt de pouvoir allouer à des altcoins dans cette phase de marché. Mais la question, c'est en général, combien j'alloue à Solana, combien j'alloue à Cardano, et Momentum résout cette question de fort belle manière en utilisant juste ce facteur qui est très reconnu et qui marche très bien à travers divers sites de marché.
Et donc ça, c'est voilà, c'est accessible via notre second OTP sur toutes les places d'échange, voilà, comme pour le Nasdaq Crypto Index. Et voilà, donc pour clôturer ce call d'aujourd'hui, on voulait aussi vous présenter notre simulateur en ligne. Alors là, c'est pas le momentum hein, qui est utilisé en tant que référence d'allocation crypto. Là, on revient sur notre produit Market Cap Weighted, le Nasdaq Crypto Index. Voilà, en fait, pourquoi on a créé ça? On nous a posé pas mal de questions sur bah voilà, quel est l'avantage d'allouer aux crypto d'un point de vue diversification pour mon portefeuille. Donc, on faisait pas mal d'analyses, voilà, je dirais, sur mesure pour nos clients. Et on a décidé de développer cet outil. Voilà, qui est assez simple. Donc, sur notre site, hein, en haut, il y a un bouton simulateur. Ensuite, vous pouvez choisir différents portefeuilles standards avec des profils différents, donc défensifs, équilibrés et agressifs. Mais surtout, vous pouvez vous-même faire votre propre allocation avec un large choix d'indices, actions, obligations. Il y a de la commodities, il y a un indice hedge fund. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir une allocation qui reflète ce que vous avez dans vos portefeuilles et voir bah, justement combien de pourcentage d'allocation à crypto via le Nasdaq Crypto Index pourrait apporter à votre portefeuille, voilà, d'un point de vue performance, diversification, etc. Voilà, les dates aussi sont modifiables à votre guise. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui peut être fait à mesure de votre portefeuille. Et puis ensuite, je ne sais pas, Darman, si tu veux peut-être un peu détailler les différentes statistiques qu'on montre. Bien sûr, Ben. Je pense on a le choix d'utiliser ce curseur pour augmenter ou diminuer l'allocation en crypto, mais 3% c'est un niveau raisonnable sur la base de nombreuses études aussi en général. À partir de nous, en général, on commande au client une allocation qui est de 1 à 10% en fonction de son appétit pluriste. Donc 3%, ça le fait assez bien. Et ici, on a le portefeuille, en orange, c'est le portefeuille sans crypto. En bleu, c'est le portefeuille avec une allocation en crypto, mais en gardant la volatilité du portefeuille constante. Et en vert, c'est le portefeuille avec l'allocation personnalisée en crypto, c'est-à-dire 3% ici. Et on le voit bien qu'au fur sur les. Oui, on a une série qui remonte à 2017 parce qu'on voulait vraiment permettre aux gens de le voir dans le temps long ou de le voir dans le temps court. Parce que parfois, c'est en fonction de votre appétit, vous avez peut-être envie de juste le voir sur les 3 dernières années, par exemple. Et ça, on peut également le faire. Donc, on a toute cette flexibilité de run les résultats sur différentes périodes. Et là, par exemple, on regarde sur les 3 dernières années parce qu'on dit, ouais, depuis 2020, les investisseurs sont plus ou moins ouverts à la question de crypto. Et même là, la performance de prix, elle est assez intéressante parce que là, on est dans une phase de marché où le marché crypto, c'est pas mal redressé. C'est pas mal redressé, mais quand même, tu aurais investi 10 000 $ en début 2020 en crypto. D'un portefeuille sans crypto, tu serais à 11 000. Et d'un portefeuille en crypto, tu serais à 12 000. Donc, tu as déjà 10% de rendement de plus, juste grâce à une allocation de 3% en crypto. Et ici, on peut comparer les différentes caractéristiques du portefeuille. En termes de Sharpe ratio, tu passes de 0,16 à 0,34, donc c'est quasiment 2 fois le Sharpe ratio. Le annualized performance, là, donc le rendement annualisé, tu passes de 3% à 5%. Donc, tu as environ 200%, 200 points de base. Donc, 200 points de base d'avantage de performance. Et ça, c'est drivé par 3%, seulement 3% d'allocation en crypto. Je pense que en termes de changement de volatilité, le changement de volatilité est marginal. Il passe de 10,13 à 10,59. Il est marginal comparé à l'avantage de performance. Parce qu'en performance, tu as gagné 200 basis points et en volatilité, tu as gagné environ, allez, 56 basis points en réalité. C'est ce qu'on disait avant, c'est-à-dire il y aura une augmentation de la volatilité, mais l'impact sur la performance est sans commune mesure comparé à l'impact sur la volatilité en réalité. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'une petite allocation en crypto de 3% aurait ajouté 2% de plus dans le rendement d'un portefeuille. Moi, je pense que, ben, moi, la chose qui me fascine toujours, c'est un peu ce ratio de 3% en crypto
Et donc, 97% du portefeuille traditionnel et l'impact sur les 3 dernières années, en dépit du marché baissier qu'on a eu en crypto, aurait quand même été un surcoût, une surperformance de 200 basis points en réalité. Et ça, c'est un trade qui parle à beaucoup de clients parce qu'en réalité, dire que 2 ou 3%, surtout pour des portefeuilles d'individus, je peux le faire, je peux me permettre d'allouer 2-3% en crypto. C'est 2-3% que je vais peut-être enlever de mon allocation equity ou de mon allocation peut-être à de l'or que j'alloue en crypto avec l'avantage de pouvoir générer autant de rendements additionnels. Même sur une période de marché où le crypto allait à la baisse d'environ 60-70%, même si depuis lors on a eu une reprise, mais en dépit de la reprise, on est toujours largement en dessous des all-time highs qu'on a connus. Et on permet aussi aux clients de voir les performances en regardant différentes périodes de marché, en fait, pour vraiment avoir, je pense, la pleine mesure de l'impact qu'il y a sur le portefeuille. Et je vais peut-être m'arrêter là, mais le simulateur est très flexible et il permet d'analyser autant de scénarios de marché que possible. Nous, ce qu'on voulait éviter, c'est de faire l'analyse de 60-40. Tout le monde peut faire des analyses de, si tu ajoutes un peu de crypto, un portefeuille qui est 60% actions, 40% obligations, ça sera top. Mais l'idée, c'est de dire, même d'un portefeuille qui est relativement sophistiqué, avec de l'or, avec du emerging market equity, avec du hedge fund, une petite allocation en crypto améliore le rendement total du portefeuille. Donc, ça permet aux clients d'avoir des conversations beaucoup plus rationnelles et, on va dire, chiffrées avec leur gestionnaire de fortune pour peut-être pousser l'idée d'avoir une allocation crypto. Donc voilà, donc ça, vous pouvez le retrouver sur notre site, c'est disponible pour tout le monde. On cherche à aider aussi sur le front des décisions d'investissement et on pense que c'est vraiment un top outil. Merci Draman pour ton temps. Je vois pas de questions dans la petite fenêtre que j'ai à ma droite. Donc, eh ben, je vous dis à la prochaine. Vous allez recevoir les invitations pour la prochaine session dans les prochaines semaines. Et puis, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Attends, je vois une. Ah ouais, non, c'est pas une question. Allez, bah, écoutez, merci à tous et Merci beaucoup. puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.